Salut à toutes, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle rétrospective et comme pour les volets précédents, on essaye maintenant d'avoir des interviews avec des personnalités du monde du jeu pour éclairer mes analyses. Aujourd'hui, je suis avec Mathieu Verdier. Salut Mathieu. Salut Boris. Avec toi, on va faire une rétrospective Sorry We Are French. On va repasser l'intégralité du catalogue de cette maison d'édition qui a 8 ans maintenant. On est parti. Alors Mathieu, en toute transparence, je vais commencer par dire qu'on se connaît bien, hein, on s'est déjà rencontrés même avant que... Avant qu'on soit dans le secteur. Avant que tu travailles chez Sorry We Are French, notamment par un ami commun. Et moi, je t'ai toujours vu, je me rappelle dès notre première rencontre, faire des prototypes, avoir des projets de jeu, des envies. Donc on va détailler un peu tout ça. Mathieu, raconte-nous ta découverte du jeu de société moderne. Comment ça s'est passé? Alors, de mémoire, c'était il y a quasiment 20 ans. J'avais une copine à l'époque, sa maman était assistante maternelle et elle gardait des enfants et dont les parents étaient vraiment joueurs. Ils faisaient même des GN, plusieurs fois par an, etc. Et à un moment, ils nous voient jouer, enfin, ils vont chercher leurs enfants, et ils nous voient jouer à un jeu un peu pas moderne, quoi. Et ils nous disent, vous aimez bien jouer, vous devriez acheter Les Aventuriers du Rail à tel endroit, dans la ville. Et du coup, on fait ça. Et après, j'ai jamais décroché. On a commencé par Aventuriers du Rail, puis d'autres jeux de Days of Wonder, justement, comme au début, tu vas comme ça. Et la boutique où je suis allé, c'est toujours la boutique où je vais maintenant, une des deux. C'est marrant de se connaître depuis 20 ans, puis de voir la trajectoire. Donc après, c'est parti. Un an après, on faisait du Kélus, et puis c'était la fête, quoi. Donc autour de 2004-2005, dans ces eaux-là. Ouais, par là, ouais, il y a à peu près 20 ans. Et à quel moment t'es venu l'envie de créer des jeux? Parce que, voilà, moi je t'ai vu avoir plein de prototypes. Je me rappelle d'un jeu avec une école de magie, je crois. C'est au festival de Cannes. J'habitais en Angleterre à l'époque et j'ai un ami qui habite à Nice. Donc j'allais le voir justement à cette époque-là. Lui, il allait au salon. Donc avant de travailler chez Soif, j'allais au festival des jeux. Mais en tant que joueur avec des copains, quoi. Et je joue au prototype de Bruxelles. Et en fait, Sébastien... je suis au score et il me dit est-ce que je pourrais te parler parce que t'as fait un haut score, comment t'as fait et tout ça. Donc on discute assez longuement et il me dit mais t'as un cerveau, pour faire des jeux un peu ou une analyse comme ça. Je dis j'en sais rien, je fais que jouer avec mes copains, je vais essayer, je vais voir. Donc je me suis mis à créer des protos comme ça parce que Seb m'a dit s'il il m'aurait pas dit ça, je serais même pas ici en train de te parler. Donc je lui dis souvent de temps en temps tu vois, grâce à toi je suis ici, quoi. Donc c'est tout, et après je me suis mis à faire des protos, nuls, comme tout le monde, des protos, et puis t'essayes, et puis tu vois ce que ça donne. Et c'est nul, mais c'est pas grave, ça sert à... C'est nécessaire, ce sont des étapes nécessaires, il faut qu'on se parie un peu une carrière à des escaliers qu'on monte, des fois on trébuche, des fois on monte plusieurs marches d'un coup. Ouais, tu dois passer par là, Exactement, exactement, et ça sert à essayer, à voir comment ça fonctionne, tout simplement, on peut pas arriver, ou alors peut-être ça arrive, mais... soit par chance, soit par génie, comme j'ai aucun des deux. Du coup, il faut juste franchir les étapes naturellement, quoi. Et après, sont arrivés les prototypes dont tu parlais, qui sont passés proches de l'édition, mais qui ne sont pas sortis. Et après, arrivé le proto de Fédération, où là, ça y est, il commençait à y avoir quelque chose d'intéressant, mais qui a pris pas mal de temps. J'ai dû commencer à le créer 2 ans après après la rencontre avec Seb. Donc ça a pris du temps quand même. Ouais, c'est ça, donc probablement autour de 2015. Au début, Fédération, c'est un jeu à toi seul, c'est ça? Puis tu rencontres... Oui, alors, oui, c'est ça, au tout début, c'est un jeu de draft 2D, un peu à la Signorie, tu vois, tu prends des malus ou des bonus selon... chez notre ami commun Pierre, on a testé pas mal de fois le jeu. Il y avait ce côté, en fonction de la... C'était du draft 2D de couleurs, les 5 couleurs, les 5 planètes de Fédération existaient déjà, il y avait 5 aspects dans le jeu. Mais tu te prenais des malus ou des bonus selon ton total 2D en fin de manche. Il fallait gérer justement les forts dés étaient plus forts naturellement. Oui, Fédération était passée à l'époque chez Eggerspiel pendant un an. Enfin, je l'avais montré à Seb, mais il disait qu'il y avait des ressemblances avec Bruxelles parce qu'après, j'avais fait une partie. Il y avait un des aspects, c'était un Sénat. Une des actions, c'était un Sénat, ce qui est devenu le Sénat aujourd'hui de Fédération. Et on a fait un test justement avec Sébastien et Johan Levet.
Et il m'avait dit, le côté Sénat comme ça, avec des choses qui se passent selon la majorité, où tu devrais en faire le centre du jeu. Donc à la place d'un draft 2D, c'est devenu un placement d'ouvriers sur un Sénat. Donc c'était naturel de proposer à ça, mais c'était devenu très proche de Bruxelles, qui est un des placements d'ouvriers préférés, donc c'est la connexion est logique. Et après, il était donc un an chez Egert Spiel, finalement ils me disent non. Je fais un salon, je rencontre Dimitri N4 là-bas, donc je demande à Dimitri son avis dessus, puis on parle tellement qu'on s'est dit que c'était mieux de le faire ensemble, même pour moi de finir un projet long, lui qui arrive de manière fraîche dessus, et après ça a connu le chemin que tout le monde connaît, quoi. Et donc voilà, tu rentres un petit peu dans le monde du jeu comme ça, en interagissant avec des gens de l'édition, des auteurs, mais à ce moment-là, t'as encore un boulot à côté. Et donc un jour, tu tombes sur une petite annonce, je crois, pour vraiment travailler dans le monde du jeu. Exactement, ouais, c'est Manu Beltrando qui veut fonder une nouvelle maison d'édition. Du coup, je postule, le soir d'une soirée jeu avec des copains, je vois ça. Et du coup, après discussion, etc., ça veut dire qu'on s'entend bien, et du coup, on bosse toujours ensemble. À l'époque, l'idée de Manu Beltrando, c'est vraiment de recruter quelqu'un qui va faire du développement, ce qui est assez rare en fait dans l'édition. Exactement, elle voulait vraiment faire un studio avec un illustrateur, un développeur, tout ça en interne pour faire des jeux qui sont travaillés, où on prend du temps, on fait peu par an, qui correspond aussi à ma vision éditoriale de toute façon, donc ça tombait très bien. Est-ce que toi, tu avais déjà entendu parler du métier de développeur dans l'édition? Est-ce que c'est un truc qui te parlait? Tu avais en tête ce processus d'édition, le fait qu'un proto, il faut le travailler aussi en interne chez l'éditeur? C'est un truc que les gens savent pas toujours. On est fan des mêmes maisons d'édition, donc on sait par exemple que Thomas Coe faisait ça chez Xari, donc ça a toujours été j'ai toujours entrevu ou j'ai toujours pensé qu'un jeu de toute façon devait passer par beaucoup de travail en interne. Donc ça a toujours été ma façon de voir les choses. Peut-être que ce n'était pas le cas pour la plupart des jeux auxquels je jouais, mais pour certains oui, et ceux que je préfère. Et le fait que, par exemple, Cyril ait communiqué sur le fait qu'il y avait du développement, etc., nous, en tant que joueurs, on le savait. Il y avait beaucoup moins d'éditeurs et de jeux à l'époque, donc c'était plus facile aussi de se rendre compte, et la communication était plus facile, on avait moins d'informations tous les jours. Voilà, quand on testait quand on jouait avec mes copains, etc., on voyait bien que les jeux étaient poncés, on pouvait en faire des dizaines, et c'est comme ça qu'on voyait la chose. Donc ça m'a paru normal, en fait, qu'un éditeur demande ce genre de poste. J'ai compris après qu'il n'y avait pas tant que ça. Tu arrives peu de temps après la création de Sorry We Are French en 2017 et tu vas directement travailler sur un premier jeu, Ganymede, qui sortira en version publique en 2018. Et si je me rappelle bien, vous avez changé énormément de choses. C'était un jeu plus de collecte de ressources un peu médiévale, si je me rappelle bien, et vous allez choisir d'utiliser la thématique espace. Ce n'est pas le projet pour lequel j'ai été embauché. À la base, il y avait 2 projets, mais ils ont finalement été annulés ou abandonnés. Et c'est lors d'un voyage en Corée pour l'un de ces projets que je fais une soirée proto avec les auteurs coréens là-bas, et je vois justement le prototype de ce qu'allait devenir Ganymede. En effet, il y avait quand même cette notion de récupérer des cartes. C'était, imagine un peu à la place des planètes, des entrepôts avec des ressources dedans, et donc tu avais l'équivalent d'une charrette ou quelque chose comme ça qui dit je ne transporte du bois et de la pierre, ça les transporte vers l'entrepôt suivant et ça va jusqu'à l'entrepôt final, et il y avait une notion de puissance comme ça, mais il n'avait pas typé les cartes. Par exemple dans Ganymede il y a des rouges, des bleus, des jaunes, etc. Là tout se cumulait et se multipliait, pas par type mais directement par niveau, donc ça faisait des choses un peu délirantes sur la fin. Et après on s'est dit de toute façon un jeu médiéval, c'est pas notre délire. Et à l'époque on commençait à regarder la série The Expanse, tirer des livres, donc on s'est dit un jeu un peu, on s'est dit des ressources qui se déplacent, qu'est-ce que ça peut être? Je me rappelle du débriefing, je commençais à dire des ressources qui se déplacent, des humains, parc d'attraction. On s'est dit non, parc d'attraction. Non, mais c'est venu des humains, c'est une ressource qui se déplace. Donc après est venu le thème de Ganymede, là, d'un lieu à un autre dans le système solaire. Ça va être le premier jeu édité de Sorry We Are French, mais qui est une nouvelle boîte, mais qui vient pas de nulle part, puisque Emmanuel Beltrando, il est actif dans l'édition depuis longtemps, notamment avant avec sa boîte Monster Games, et c'est ça aussi qui fait qu'il y a une relation et un regard tourné vers l'Asie, notamment la Corée, etc. C'est l'habitude de localiser des jeux de là-bas. C'est notamment lui qui a fait venir en Europe Miniville, Machikoro, qui est un jeu japonais, lui. Mais donc, voilà, c'est l'habitude d'échanger, de fureter, de prospecter sur ce marché-là et de se dire qu'il y a des idées neuves à aller y chercher. Merci.
premier Européen à aller là-bas, en fait, tout simplement. Donc si les Européens, ou en tout cas les personnes plutôt ouest, vont là-bas, c'est parce que Manu a commencé à le faire. C'est pas souvent dit. Il y a d'autres éditeurs qui doivent beaucoup de... Ils vont pas le dire non plus, qui doivent beaucoup de chandelles par rapport à ça, qui les a introduits auprès du marché asiatique, justement. Ganymède, il y a eu ce retravail de la thématique pour qu'elle fasse sens par rapport à la cohérence avec ce qu'on faisait dans le jeu, le fait d'avoir des ressources qui se déplacent. Et donc, il y a à la fois une réflexion sur la cohérence mécanique, et puis aussi, quelque part, l'édition, c'est aussi comment est-ce qu'on raconte une histoire avec un jeu, comment est-ce qu'on en fait un produit qui fait sens visuellement, mécaniquement. Donc ça a été également pas mal de travail. Pareil, le choix du low poly était quelque chose d'assez original pour l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup. Quand on a sorti le jeu, il y avait un jeu avec des saumons qui remontaient, enfin je me rappelle plus du nom, et des poissons qui remontaient une rivière, et c'était aussi en low poly. Et on s'est dit, ah bah oui, ça rend super bien, mais on avait déjà choisi ça. Donc ouais, l'idée aussi c'était de se dire, le jeu c'est une sorte de Splendor plus... Donc quand on signe le jeu, c'est 3 ans après la sortie de Splendor, donc ça reste assez récent. Et on s'est dit, si ça peut amener des joueurs qui aiment Splendor, ils ont une sorte de continuité de jeu un peu à moteur. Donc c'est vrai que c'est une thématique qui supporte bien le jeu, qui est extrêmement mécanique. Mais parfois, il faut, si on trouve le bon support, ça suffit pour donner le supplément d'âme. Ce n'est pas un jeu complètement pas du tout thématique. Mais le choix du thème est suffisamment solide pour que chaque action soit quand même à peu près logique. En tout cas, soit explicable de manière logique. Et pour tout ce retravail, donc toi, c'est vraiment le premier projet qui sera édité sur lequel tu bosses de manière intense. Oui, que j'ai choisi en plus. J'en ai pas choisi beaucoup. Enfin, je suis assez exigeant. Et c'est le premier que j'ai choisi. Ouais. Et du coup, pour le développement, est-ce qu'il y a un aller-retour avec l'auteur coréen, ou est-ce que vraiment c'est toi qui, en interne, multiplie les tests énormément ? Alors c'était nous surtout, Manu, David et moi, parce qu'on est les 3 premiers arrivés chez Soif, et on a enchaîné les parties. Hope, non, était plutôt du genre à faire confiance, il dit faites ce que vous voulez, j'ai confiance, il connaît Manu, il disait j'ai confiance en Manu, ce qu'il a fait avec les autres auteurs coréens, et donc il a dit bah faites. Et c'était pas forcément sa volonté non plus, donc évidemment ça on se met d'accord avant. Si les auteurs, autrices ou un seul auteur ou autrice sont ok pour qu'on bosse, on le fait. Il faut le savoir, faut le décider avant, quoi. Tout simplement. Et la plupart du temps, les auteurs restent... Enfin, on le fait ensemble. Là, c'était un cas, justement, un petit peu différent. C'est rare. Tu cites David Sidbon, qui est un illustrateur interne. Donc, c'est ça l'originalité, je trouve. Vous avez un développeur, auteur en interne et un illustrateur en interne. Mais il participe aussi au développement, en tout cas au test. Il donne son avis et il joue énormément au jeu. Et c'est ça aussi qui fait la qualité des illustrations, mais aussi de l'ergonomie, de l'aspect visuel, l'iconographie, etc. C'est qu'il joue énormément avec vous. Ça paraît obligatoire. C'est un confort incroyable. Maintenant, c'est encore plus facile, 7 ou 8 ans après, parce que c'est devenu une machine. Mais il arrivait, il était quand même joueur. Et au fur et à mesure, en fait, on faisait moi, j'ai ramené des barrages ou des lacerdas pour jouer le midi. Donc on joue au bureau tout le temps. On a eu 2 périodes. La période, on en parlera après, où on est passé chez Hachette, et la période où on était dans les bureaux de Soif originels. Et à l'époque, là, on jouait beaucoup. Donc c'est peut-être pour ça qu'on sortait moins de jeux. Mais on prenait beaucoup de temps. Ça nous a donné aussi, ça a augmenté notre niveau aussi, et surtout pour David, qui pouvait apprendre tout un tas de jeux tout le temps et donner son feedback. Donc c'est pas mal d'avoir une vision globale. Tu es à la fois l'illustrateur, mais tu peux aussi il fait maintenant un peu de la gestion de projet, de la DA, et aussi du dev. Ça permet d'avoir une vision globale et d'être tout le temps, on est tous tout le temps en train de travailler en même temps, en fait. Et parfois il aurait une meilleure idée mécanique, parfois Manu va donner une idée d'ergo, moi je vais donner une idée, je sais pas, de thème ou de visuel, même si c'est pas du tout mon truc, mais on n'est pas forcément à 100% sur notre poste, ça bouge un peu, quoi. Surtout quand tu es peu de personnes, en fait. Là, au fur et à mesure, là, on est plus maintenant, donc on est de plus en plus spécialisé. Mais à l'époque, on devait être un peu all-around. Alors, Ganymède, il sort à Paris et Ludique 2018, si je me rappelle bien. Exactement. Et c'est rapidement un succès. Hein. Une anecdote marrante, la semaine d'avant, je crois qu'on est chez Philibert, et on a une démo prévue le samedi à la boutique, sauf que l'équipe de France de foot avait mal joué, fini 2e, et on se retrouve avec le France-Argentine l'après-midi, le 4-3, là, le fameux 4-3, et personne dans la boutique, donc on a regardé le match, donc c'est marrant comme avec le Maple, il n'y avait pas de match de Coupe du Monde, donc on a pu
on a pu vendre et animer le jeu. Et il sort à PEL, mais en avant-première, on avait peut-être 200 boîtes. On a tout vendu à ce moment-là, et le jeu est sorti 1 ou 2 semaines après, je ne sais plus, début juillet, quoi. Et ouais, ça a été super bien reçu. On a même des collègues qu'on a retrouvés chez Hachette, enfin, des personnes de chez Hachette à l'époque qui nous ont dit, nous, on l'avait acheté à PEL, c'était trop bien, on vous adorait déjà avec ce jeu et tout. C'était assez marrant d'en reparler après. Et ouais, il avait super bien marché. Pour un premier jeu d'éditeur, on était vraiment très contents. Du coup, un beau succès, et qui va donner lieu à une extension que, pour le coup, vous développez vraiment uniquement en interne. Dès la sortie du jeu, on voit que ça marche bien. Le jeu était assez froid d'une certaine manière. Il n'y a pas d'humains, on voit pas de personnes. Donc on s'est dit, on va faire une extension avec des personnages. Ça permettra d'humaniser un petit peu le jeu. Et comme c'est un jeu pas pick up and deliver, mais dans l'esprit, on va rajouter une planète, enfin la Lune, pour renforcer cette notion de déplacement, et des personnages avec des capacités spéciales on s'est bien amusé. Il y a quelques références, soit au nom des personnages, une illustratrice sur une carte de Magic, comme Manu travaillait chez Wizard au début de sa carrière. Il y a un personnage qui est une référence à LeBron James en NBA, des choses comme ça. On s'est amusé à l'époque à faire des petites choses comme ça. Et c'était vraiment sympa. On a vraiment beaucoup bossé dessus, parce que le jeu Ganymede marche tout seul. C'est comme, par exemple, Splendor n'a pas besoin d'extension, Ganymede non plus, d'une certaine manière, on en reparlera à Paris pour Iki. Ce sont des jeux qui se suffisent complètement, qui n'ont pas vraiment de défauts, et ça fonctionne. Donc c'était comment étendre un petit peu l'univers du jeu. Donc même là, on est vraiment parti thématique. Comment on étend un peu l'histoire, et on crée une extension qui raconte plus une histoire qu'un jeu ultra mécanique. Et comment ça se passe de développer une extension sans l'auteur de base? On le tient quand même au courant, ou on fait vraiment pareil, il avait totalement confiance C'était pas moi qui étais en charge de la relation avec l'auteur, donc je sais pas si Manu a envoyé des mails ou quoi, j'imagine que oui. Ou si on l'a fait sans lui aussi, c'est aussi que lui n'était pas forcément motivé pour le faire. On n'aurait pas fait ça comme ça, on l'aurait pas fait s'il était contre. Et s'il voulait la faire avec nous, il l'aurait fait avec nous, tout simplement. Oui, tout à fait, mais c'est aussi une possibilité que vous avez, c'est, comme tu le dis, le fait de pouvoir jouer énormément, et d'avoir le temps de pouvoir développer des projets en interne. De mémoire, c'est vraiment une excellente extension, hein, avec ces différents modules. Il y a beaucoup de richesse, ouais, on retrouve ce côté un peu leader à la Seven Wonders. Oui, tout à fait, oui, c'est vrai. Où tu vas avoir des personnages qui te donnent des capacités supplémentaires, mais tout ça vient se greffer à un jeu qui, comme tu le disais, était déjà complet. Ça devient hyper cérébral, hein, d'un jeu un peu familial plus, on va dire. Ça devient un jeu vraiment expert, mais ça permet vraiment de pousser le jeu dans ses retranchements. Il y a quelques éléments de matériel qui ont... Justement, l'anecdote est marrante. Tu te rappelles des Dames de Troie où ils avaient compté les remparts, ils se sont dit on va faire quelque chose. En fait, je me suis inspiré de ça. Il y a quelques effets qui jouent avec ce qui était imprimé sur le plateau à des endroits. Donc on s'est inspiré, on s'est dit tiens, on va utiliser des éléments qui n'étaient pas du tout mécaniques, qui étaient juste de la décoration. Il y a un personnage qui te fait, il y a 5 colonnes en bas, qui te fait placer un pion, et quand tu joues une carte de cette colonne, il passe à la suivante, etc. Et du coup, ça te donne envie de jouer des cartes dans l'ordre. C'était juste des indications ergonomiques, et en fait, on en a fait une capacité mécanique. Donc c'était inspiré de ça, justement. C'est une façon d'entrevoir le game design. On a une contrainte, on a le matériel du jeu de base, comment on fait pour utiliser des choses qui étaient décoratives pour en faire du game design. Donc c'était super intéressant. Toujours en 2018, on a Immortal 8, un jeu qui, je crois, a eu un succès éditorial en demi-teinte, mais qui, paradoxalement, va lancer tout un univers thématique. Donc vous avez votre branche espace, et puis vous avez votre branche un peu plus, je sais pas comment on peut la définir, une espèce de royaume. Univers inventé. Ouais, c'est ça. Ouais, avec des animaux anthropomorphes, etc. Ouais, des personnages, oui, et des côtés un peu sombres, parfois très nature, qui peut paraître disparate, mais qui justement permet beaucoup de variations aussi. Et c'est un jeu, pareil, on imagine bien qu'en interne, tu as énormément... Oui, c'est celui dont on a fait le plus de parties. On a dépassé les plus de 300. On sait qu'en interne, tu as énormément bossé dessus, mais l'auteur qui est crédité, c'est Emmanuel Beltrando, le patron de Sorry Simplement, tout comme quand on fera Déméter plus tard, c'est un jeu de moi, mais en fait, on a tous travaillé dessus. L'idée de Manu, c'était de faire quelque chose de très minimaliste.
Et ça a inspiré un peu de Cube Draft de Magic. C'est comme si tu avais les cartes les plus pétées, ou tu mets plein de cartes et tu essaies de drafter toujours à chaque partie à partir de ça. Et tu te fais ton jeu et de jouer le moins de cartes possible. Là, tu peux en jouer 5 de mémoire. Tu fais 2 drafts. Et en fait, c'était assez technique à bosser. Parce que déjà, tu joues un personnage qui te donne une manière de marquer des points en plus du reste des règles de base. Mais en plus, ce personnage est caché. Et tout est fait dans le jeu pour essayer de deviner le personnage de ton adversaire pour bloquer ses sources de points. Il y a même un personnage qui marquera des points en devinant les personnages joués par ses adversaires. Donc c'est un jeu de draft assez minimaliste, tu joues peu de choses, mais ce qui était compliqué, c'était justement dans ce cube de donner énormément de possibilités de gameplay et que ton personnage ne soit pas non plus si au central comme un jeu est trop asymétrique, il devient sclérosé, tu joues ton truc et ça donne la baie des marques. Par rapport à, par exemple, Root qui a des règles communes mais qui te fait un gameplay différent, mais au moins tu es là, donc il y a des règles communes et tu as un gameplay caché, ce qui permettait de la variation et aussi du bluff, ce qui est un peu rare aussi dans le draft. Un peu comme dans 3 par exemple. Exactement, et c'est ça, tu as un personnage qui score d'une certaine manière. Tu vas avoir besoin de ces points-là pour gagner, de toute façon, mais il y a des points aussi à gagner de manière générique par tout le monde. L'idée, c'est pendant le draft, de deviner en fonction de ce qui a été drafté par l'autre, je pense qu'il a ça, comment je peux le contrer, est-ce que je vais sur son terrain ou pas, sachant qu'il y a des prédispositions pour le faire, il y a d'autres effets. Donc, c'était assez cool à bosser, même c'est très clivant, mais c'est aussi ce qu'on a fait chez Soif, on en parlera sur d'autres projets, c'est des projets mainstream et d'autres projets clivants. On sait que ça va moins marcher, mais parfois ce genre de jeu doit exister quand même. Mais mon truc, je serais toujours un peu, je comparerais ça à des majors de musique, parfois tu fais de la musique mainstream pop et tu peux te permettre de créer un label de jazz ou des choses comme ça, sinon tu perds la foi, tu perds la passion ou ton âme de joueur ou d'éditeur, il faut faire des jeux de temps en temps, dont tu sais qu'ils ne vont pas autant marcher, mais ils apportent quand même quelque chose, ils ont une âme, tout simplement. Ce jeu a une âme, il est très clivant. Ça fait longtemps que j'y ai joué, mais quand je revois, ça me donne envie de rejouer, parce que ça me rappellera les plus de 300 parties, le fichier Excel avec toutes les parties. À équilibrer, c'était un peu le bazar. Mais c'était un bon exercice aussi de développement qui te fait progresser pour les jeux suivants. C'était d'autant plus une prise de risque que vous avez un gameplay, oui, assez épuré, qui va rappeler des Seven Wonders, des Paper Tales, etc., avec le draft, un côté militaire et tout, suprématie, mais avec ce twist en plus du personnage caché. Mais thématiquement, on l'a dit, vous choisissez d'installer un nouvel univers graphique et thématique, et toute une mythologie, en fait, avec ces 8 immortels, etc., qu'on va retrouver après dans d'autres jeux qui vont continuer la suite numérique. Jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Avec le recul, c'était peut-être un peu casse-gueule, un peu trop ambitieux d'essayer de lancer un jeu. Oui, possible. C'est vrai que tu peux faire un jeu avec un thème beaucoup plus facile. Imagine, on construit des bâtiments, on construit une ville. Ça marchera toujours, mais il fallait tenter quelque chose. Plutôt que d'être dans la masse des jeux de construction de ville, où déjà Civilisation, tu avais déjà Seven Wonders. Donc c'était difficile d'aller sur ce terrain. Et après, c'était aussi de donner libre cours à David sur son imagination. C'est le premier projet, en fait, il arrive un petit peu après. On avait déjà signé Ganymède et signé un illustrateur, donc David a commencé avec ça, parce que Ganymède, c'est un autre illustrateur. Ça préfigure après deux autres jeux, le 8, 9, 10, qui devait sortir en 2018, 2019, 2020, mais Gozo a pris plus de temps que prévu, donc il n'est pas sorti en 2020. Et de toute façon, il n'aurait pas pu sortir en 2020 avec ce qui s'est passé. On passe en 2019 avec des jeux beaucoup moins profonds, je dirais, plus un peu jeux d'ambiance, des jeux de communication visuelle. Greenville 1989, et puis qui y aura une autre déclinaison, Paris 1889, donc en 2019 et 2020. C'est des jeux où on doit, un peu à la Mysterium, je dirais, observer des détails dans des décors et communiquer avec les autres en utilisant ce support-là. Exactement, là, ce sont 2 jeux de Florian Fay, qui a fait aussi Sur les traces de Marie Curie chez nous, et qui fera un autre jeu l'année prochaine. Donc on n'a pas encore parlé. Donc il y aura 4 jeux chez nous. Le premier est clairement une allusion à Stranger Things qui cartonnait. Et là, c'est plutôt un jeu destiné un peu pour les rôlistes ou joueurs, mais on a la frontière. C'est-à-dire si tu es rôliste, tu vois un peu le délire. C'est assez libre, tu peux parler. Voilà, c'est moins cadré, même par exemple un Dixit, qui n'est pas très cadré, mais encore moins. Et plus accès adulte. Je crois qu'on a mis un moins de 16 sur la boîte, en bas à droite, parce que c'est plutôt horrifique.
C'est narration horreur. C'était aussi de manière pareil, encore un peu quelque chose de clivant, mais qui a le mérite d'exister. Et pareil, c'était super pour David. Là, tu as 84 cartes, il y a énormément de temps à faire, l'univers est super riche, donc c'est un peu comme un Dixit, hein. Tu dois mettre un peu des références partout, mais que ce soit cohérent. Je crois dans celui-ci, on est tous sur des pierres tombales. Il y a une carte, on a une pierre tombale, on a notre nom dessus. On a suffisamment de recul, pour rigoler de se mettre sur une pierre tombale quand même. C'était sympa. On avait mis un copain qui était avec nous au bureau, qui était freelance, mais qui, pour ne pas travailler seul chez lui, était avec nous au bureau, donc il faisait des tests, mais il faisait son boulot à lui. Et donc la blague, c'est qu'on l'a mis sur beaucoup de cartes. C'est un autre type de développement en fait, hein. Donc là, il y a moins de développement mécanique à effectuer. Direct. C'est plus alors vraiment sur le graphisme, les illustrations, comment est-ce qu'elles vont permettre une communication suffisamment riche, avec suffisamment d'interprétation, etc. Exactement, il y a quand même des petits objets avec un effet, donc il a fallu, il y a 5 objets. Je crois que même quand on présentait le jeu, j'avais du mal à m'en rappeler d'un ou deux, parce qu'en fait, ton cerveau, pour un jeu simple, il a du mal à retenir des 2-3 petits détails de règles parce que c'est tellement simple que tu oublies sur un jeu gros jeu, tu as la concentration et l'investissement mental pour te rappeler de chaque détail. Mais pour un jeu comme ça, j'étais toujours obligé de chercher dans la règle. Je me rappelle plus ce que le Simon fait, des choses comme ça, parce que c'est juste un bonus, il suffit de le relire. C'était vraiment sympa à bosser parce qu'encore une fois, une autre façon de progresser en termes de développement ou de game design, c'est de passer sur des jeux qui n'ont rien à voir avec ce que tu as fait avant. Ce qui arrivera encore sur les années suivantes. Oui, c'est ça, toi, tu avais l'habitude de l'Eurogame, tu disais le développement à la Histari, avec les tableaux Excel, les valeurs qu'on cherche à équilibrer et tout, et là, on est vraiment sur un autre type de travail. C'est ça, c'est plutôt la répartition d'un élément. S'il est présent que 2 fois, ça ne sert à rien, mais s'il est présent 8 fois, ça devient débile. Là, il faut que ce soit évident, mais pas trop. Comment on peut rechercher dans nos propres influences ou les choses qu'on aime, des visuels à ajouter, telle carte, est-ce qu'on la trouve suffisamment riche ou trop riche, des petites choses comme ça. C'est plus par itération en fait, il fallait illustrer, donc après y rajouter des choses, retirer des choses, changer les couleurs. Et ça, c'est un jeu, il n'y a pas de vert, je crois. Ah ouais. Un délire, il n'y a pas de vert, sauf sur le titre, le panneau. Parce que le panneau de ville américaine, t'es obligé, il n'y a absolument pas de vert dans le jeu, sauf sur le panneau. Ah ouais, pour un jeu qui s'appelle Greenville, c'est particulier. C'était la blague, c'est pour dire que tu passais dans l'autre monde, et donc ils avaient retiré le vert de la ville, justement. Je sais pas si t'as vu le film Pleasantville, c'est en noir et blanc, ça se passe de manière très cadrée, puis il y a des jeunes qui sont téléportés là-dedans, qui amènent un peu la folie, puis tout devient en couleur au fur et à mesure. Enfin, ça nous a fait penser à ça, mais on avait inversé, on avait retiré une couleur. Ok, du coup, c'est un jeu que vous devez tester beaucoup plus à l'extérieur. Là, faire des 300 parties au bureau, ça marche moins bien. Non, ça ne vous donne aucun intérêt. Et oui, il fallait faire sur des plus gros groupes. Là où tu testes plutôt entre 2 et 4, et c'est plutôt 4-6, même si c'est 3-6, la richesse, ça vient aussi à plus. Là, on l'a plutôt fait dans les barrageux. Je me rappelle quand je revenais dans mon barrageux de ma ville, au Havre. On était à Paris à l'époque, mais je faisais jouer aussi. On faisait jouer dans les groupes avec nos amis le week-end. C'était une autre façon d'aborder le test aussi. Moi, j'ai pas joué à ces 2 jeux. Je sais pas s'il y a une différence autre que l'univers entre Greenville et Paris. Alors, dans Greenville, on a 3 ou 4 pistes. On commence tous avec notre petit pion sur une zone centrale, et quand on rate une interprétation, on recule, c'est comme si on se faisait attirer par le monde comme ça, et le monde comme à la Stranger Things, le deuxième monde, quoi. Et quand un joueur arrive au bout, on a tous perdu parce qu'il s'est fait aspirer par le monde. Et dans Paris 1889, je préfère le mécanisme, mais je trouve que les cartes sont plus horrifiques, voire plus directes. Donc je trouve que les cartes de Greenville apportent, en tout cas moi, me laissent libre cours à mon imagination pour raconter. Mais je préfère le système de Paris où là, cette fois, tu as un monstre qui te poursuit. Et donc on a chacun notre pion, mais on a un pion qui nous poursuit. Et nous, on avance quand on a bon. Donc c'est l'inverse, plutôt que de reculer quand on a faux, on avance quand on a bon. Et malheureusement, quand le monstre rattrape le dernier, on a tous perdu. Et on a des anneaux à les récupérer. Et il y a des embranchements, donc si tu pars sur un côté, ton chemin sera plus long, mais tu es obligé d'aller chercher l'anneau. Donc tu te fais attraper par un monstre. Donc c'est différent, c'est plus stressant. Et tu vois plus la situation se passer. Je préfère, je pense, les cartes de Paris, mais je trouve qu'elles sont trop directes. Mais le thème est incroyable, il est encore plus horrifique. Il y a voir trash, on a des opérations en direct, etc. Donc c'est assez cool. On pourrait presque décorer un mur avec toutes ces illus. À cacher si vous avez des enfants en bas âge comme nous.
en 2019, on a Nine qui vient poursuivre l'univers initié par Immortal 8. C'est un jeu de cartes qui prend un peu la suite mécanique qui était sorti chez Monster Games. Exactement. On a retravaillé, c'est une version plus initiée, plus technique, oui, plus gamer, mais qui est plus équilibrée. Donc Corio, il y avait le problème du 5 qui était fort. Donc, je rappelle, ce sont des jeux, on a une main de cartes on va piocher de moins en moins de cartes à chaque manche, et à chaque manche, on doit choisir face cachée un nombre de cartes de même valeur. Il y a des cartes, les 9, il y en a 9, les 3, il y en a 3, etc. Et tu choisis des cartes, et après, dans l'ordre du tour, tu révèles, et si tu as la majorité dans un numéro, tu déclenches le pouvoir de ce numéro. Et le 5 à Corio te permet, si tu étais majoritaire dans les numéros 5, de jouer 2 cartes différentes au lieu de X cartes identiques. Donc là, c'était déjà dans Showzone, je crois, le cas. Donc on a repris cette règle-là qui était de base. Tu peux jouer X cartes identiques ou 2 différentes à ton tour, donc ça enrichit le jeu. Et on l'a introduit dans l'univers de Immortal 8, donc avec le même type de jetons, les mêmes immortels. On avait 8 immortels. Là, on en a rajouté un 9e pour continuer un peu l'histoire. Ouais, il y a pas mal d'effets qui sont un peu techniques, plus tricky, mais c'est plus serré, parfois même plus violent. On continue de détruire des cartes ou d'en voler, etc. Mais ce sont des cartes qui aussi te portent préjudice, parce qu'à la fin de chaque manche, tu dois vérifier si tu ne dépasses pas la limite de cartes autorisée par cette manche, donc il faut faire des choix. Pour moi, c'est la version la plus aboutie, mais il y a peut-être ce souci d'univers un peu trop clivant qui fait que ça n'a pas attiré les joueurs tel qu'on l'aurait voulu, quoi. Ouais, moi j'y ai pas mal joué à celui-là, et il est vraiment très intéressant, et ouais, cette limite, tu la ressens vraiment, parce que si je me rappelle bien, plus la partie avance, plus ça devient resserré, et vraiment t'as une notion, et plus ça monte en puissance. En fait, ce qu'on avait fait dans Corio, je crois que tu es limité entre 3 et 10 cartes. Tu commences à 3, puis 4, puis 5 en limite. Là, on a fait de 2 à 9. Ça casse tes majorités, en fait. Il y a plus de rebondissements dans le jeu. Au début, on était sur 3-10. Quand tu avais une majorité, tu la gardais trop. En passant de 2 à 9, en fait, tu as une carte de moins par rapport au jeu d'avant. Et tu es obligé de faire des choix, ce qui fait que ça rebondit beaucoup plus. Et qu'il y a des cartes qui rapportent moins 1 point à la fin, qui prennent un emplacement, qui est en effet très puissant, mais qui prennent un emplacement, et tu ne peux pas les détruire. Elles restent. Sauf si tu as majorité dans un numéro qui permet de te les retourner. Une fois que tu avais joué ces cartes à -1 qui sont vraiment puissantes, elles te restent collées à la peau toute la partie dans ta limite de cartes. C'est un vrai choix. C'est un jeu qui provoque des sensations assez fortes, et avec des retournements de situation vraiment jusqu'à la fin, et dans des parties très resserrées également. On est sur une demi-heure maximum quand on découvre, et après ça peut aller encore plus vite. Et je trouve qu'il y a un côté vraiment viscéral qui te donne envie d'enchaîner. Et du coup, pourquoi ce prolongement de l'univers de Immortal 8? C'était la tentative de faire une gamme, c'est-à-dire les jeux de cartes un peu combo, joueurs de manière un peu frontale vont avoir cet univers, et tous les jeux un peu euro, ce qu'on verra après avec Demeter, Varuna et Galileo Project, vont avoir ce côté un peu espace qui vient de Ganymede. C'était un peu On avait fait 2 jeux comme ça au départ avec un univers, on s'est dit tiens, si on veut faire une gamme un peu jeu, un peu euro, un peu engine builder, ça va être là-dedans. En tout cas, on va essayer de faire rentrer. Et pour les jeux de cartes un peu plus gamer, carte unique et fait plus carteux à la Magic, là on va avoir cet univers qu'on pensait correspondre. Il faut tenter des choses. Et tu vois, finalement, on le refait aussi avec la gamme sur les traces de Darwin et Marie Curie. Donc, ça reste un peu une obsession d'essayer, parce que c'est quelque chose d'assez difficile à faire dans le jeu, d'imposer une gamme. C'est très rare. D'autant plus que c'est des gammes qui sont du coup corrélées à des publics cibles, quoi. Le public plus familial, le public plus joueur de cartes, et le public plus euro. L'enchaînement Ganymede Immortal 8 fait aussi on ne sera pas attendu sur quelque chose en particulier. Ce sont 2 choses différentes. Et juste après, on sort Greenville. Donc en fait, tes 3 premiers jeux sont vraiment différents. Et c'était aussi une manière de dire on fait ce qu'on aime, on fait ce qui nous intéresse, on va pas s'enfermer dans des cases, on va tenter des choses qui existent toujours un peu aujourd'hui d'ailleurs. On arrive en 2020 avec un diptyque qui va être ton premier jeu édité, Demeter, et puis sa suite l'année suivante, Varuna, qui est en quelque sorte Demeter 2. Ce sont des jeux à cocher, des flip and write, où le combo va être très intéressant. Hein. Moi, ça fait partie vraiment des jeux de ce genre que je préfère, que je trouve les plus aboutis, en tout cas, en termes de réflexion. Un dimanche, je suis chez moi, et je me dis, tiens, j'aime bien, je jouais beaucoup à Coimbra à l'époque, tu vas te demander d'où ça vient, et je me suis dit, je vais mélanger avec Ganymede.
Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'époque, j'en avais parlé avec Benoît Turpin qui a fait Welcome, etc. Welcome, c'était aussi des lancers de dés et tu choisissais. Donc à la base, Demeter, ce n'est pas une pile de cartes, ce sont des dés. J'ai même retrouvé les dés l'autre jour, mon fils jouait avec, il y avait les anciennes icônes dessus. Tu lançais des dés et je m'étais dit, tiens, comme Coimbra où tu drafts les dés pour la valeur et après, et à la fin, tu as un bonus en fonction de la couleur des dés que tu as choisi. Je me suis dit, tiens, on va faire un jeu en 2 étapes où d'abord tu choisis un dé et tu fais ce qui est écrit sur sa face. Et ensuite, en fonction de la couleur du dé que tu as pris, bah, tu vas cocher. Et plus tu as pris tel dé, là tu as un effet à 100% certain qui dépendra de la couleur. L'idée était partie de Coimbra et le renforcement donc, en fonction de la même couleur de Ganymède. Et le thème originel était un parc de dinosaures, pas le côté science de découvrir une planète, mais c'était un parc. Donc tu récupérais de l'ADN et tu faisais des dinosaures avec. Ce qui sont les postes d'observation, c'était la sécurité. Donc les meeples, c'était les visiteurs, pas les scientifiques. Donc s'il y avait suffisamment de sécurité, tu pouvais mettre des meeples et ils ne pouvaient pas avoir de meeples en plus tant que tu n'avais pas les barrières à un niveau qui fonctionnent. Et le fait de les étudier, les flèches bleues, c'était de leur donner à manger, enfin les nourrir. Donc ça marche aussi. Donc du coup, ça démarre comme un jeu que tu fais sur ton temps libre. C'est pas du tout une commande de Soif qui dit « Ah, on va étendre l'univers de Ganymède avec un jeu à cocher. Non, je fais ça un dimanche après-midi, sauf que j'amène le proto gribouillé le lundi et en fait, tout le monde voulait y jouer et ça enchaîné comme ça. En fait, c'était assez fou. On joue 10 tours à ce jeu, je crois. Bon, je me rappelle, le lundi, là, la pause de midi, on a pris des feuilles, on voulait y rejouer, alors on modifiait des trucs à l'arrache. En fait, quand tu vois que tout le monde est à fond dessus, tu te dis « Ah, il y a un truc ». C'était super satisfaisant. Après, on a passé à 12 tours, qui permet aussi de la stratégie de faire un peu de tout, de fonctionner. Enfin, ça rendait le jeu plus gentil aussi, quoi. Et ouais, je l'ai poncé. Je me rappelle, un après-midi, j'ai dû faire 20 parties de suite. Et l'avantage du Roll and Write, c'est que tu peux jouer en solo, et pour régler des petites choses, etc. Donc, c'était assez cool. C'était assez organique. Je crois que j'avais joué qu'à Tréfuté à Welcome à l'époque. Donc, j'avais pas fait beaucoup de Roll and Write. T'avais fait les meilleurs. Après, j'en ai joué. Oui, voilà, mais j'avais pas joué à beaucoup. Mais après, j'en ai joué à d'autres pour vérifier que ça ressemblait pas à quelque chose quand même, quoi. Je me rappelle, Sébastien aussi du Jardin commençait à bosser sur 3 dice et on s'était envoyé les règles, en fait. Dire c'est bon, on n'est pas proche du tout. Ouais, c'était assez cool à faire parce qu'il y avait de nouveau une émulation, un peu comme on avait sur Immortalis, c'est-à-dire quelqu'un en interne qui amène son proto, en fait, tout simplement. Donc c'est cool, c'est l'équipe qui bosse sur le jeu de quelqu'un de l'équipe, donc c'est assez sympa. C'est un jeu qui, dans la pure lignée de ces jeux-là, de ces jeux à cocher, te donne plein de dilemmes, parce que tu as à la fois des combos quand tu insistes sur une ligne, hein, le côté un peu Ganymède, où plus tu bourrines une couleur, plus tu vas avoir des effets puissants, et en même temps tu as des bonus de colonnes qui t'incitent à te diversifier, et tu l'as dit, c'est un jeu essentiellement solo, même si voilà, l'interaction indirecte va se faire sur les petites courses, sur les espèces qu'on doit découvrir, mais bon, ça c'est inhérent au genre, j'ai envie de dire. Oui, mais c'est ce que Varuna apporte, un peu plus d'interaction, c'est ce que j'aurais dû voir aussi dans le développement, mais c'est ce qui montre aussi quand tu es auteur et le développeur, il y a des choses que tu ne vois pas. Et après coup, tu dis, ah, oui, mais après le recul, ça s'apprend aussi, c'est à la fois inné et on l'apprend en expérience. Et Varuna répond à ces choses-là, plus de fun aussi avec les dégâts à gérer. Moi je préfère Varuna, même s'il est vraiment plus raide. On est sur quasiment un mur d'Adrien, enfin, on est sur quelque chose d'un peu plus costaud. Mais il y a aussi le fait que les objectifs, là, tu as envie de les faire tôt. Les autres marqueront autant de points que toi, mais la condition sera plus difficile plutôt que de marquer moins de points. C'est ce qui permet parfois même de faire rater tes adversaires. Tout simplement, tu l'as fait un tour plus tôt. Ça rajoute la petite interaction supplémentaire et puis le fun des dégâts à se prendre avec le sous-marin si on est trop négligent et qu'on ne se protège pas assez. Ça, c'est assez fun. On a rajouté un tour. Il y a un tour de jeu en plus, 13 au lieu de 12, pour justement avoir quand même cette sensation de développement et d'accomplissement qui est gêné par tous les dégâts qu'on se prend avec notre sous-marin. C'est quoi la temporalité du coup? Parce que Demeter va avoir des nouvelles feuilles, hein, automne et hiver. Exact. Et à quel moment est-ce que tu te dis, ok, il y a de quoi carrément faire une suite avec Varuna? Alors Demeter sort juste après le Covid. J'ai joué aux joueurs en live, avec des visios à l'époque. On faisait des parties à beaucoup de monde. Il y a d'ailleurs ma collègue Pauline, qui est à la com, avait fait ce visio. Elle m'a raconté après, mais j'étais dans une des parties qu'on avait fait, donc c'était marrant d'en reparler. Ça sort en 2020. Varuna, je vais le créer 6 mois après, mais en fait, il sort 1 an après. J'ai créé assez vite et j'étais déjà en train de travailler les feuilles de l'extension de Demeter.
tout s'est fait un peu en même temps, une envie de changer. C'est David qui voulait faire des dinosaures poissons. T'es venu à la maison, je crois, et on avait parlé de ça. On avait commencé à faire une feuille avec des poissons. Et on s'est dit, ah non, on pourrait faire un nouveau jeu avec des poissons, et là on change plus de choses. Et dans Varuna, il y a cette radicalité de dire aussi, bon, faut un peu se merder pour que ça arrive, mais tu peux perdre, tu peux être... Exactement, oui, oui. Voilà. C'est plus une épée de Damoclès qu'une réalité. Je ne pense pas qu'on est vraiment... Mais je ne pense pas avoir vu un joueur perdre. Mais arriver à 2-3 cases de la fin, normalement ça se fait à moins de pas de chance. Si par exemple, si tous les dégâts arrivent en même temps, tu vas forcément en prendre un petit peu, mais ça veut dire qu'après les cartes ne vont pas revenir. Ça n'arrive que si vraiment tu en fais exprès. C'est plus une pression qu'une réalité. Ça amène quelque chose de différent et un petit stress qui est suffisant pour le prendre en considération et faire attention. C'était intentionnel, ça, dans le développement, que normalement, ça n'arrive pas, mais d'avoir quand même ce stress-là potentiel. Oui, d'ailleurs, tu vois, je crois que les 8 premières cases, tu es toujours qu'à moins 1 ou moins 2 points. C'est ok, c'est normal, tu vas en prendre des dégâts. Si tu négliges vraiment beaucoup, là, ça va commencer à être des gros points négatifs, et si vraiment tu en fais exprès, tu vas perdre. Donc on a eu des gens à moins 18 ou à moins 16 ou des choses comme moins 15, je sais plus, mais il faut le tenter. Tu as voulu tenter, et à un moment, là, tous les dégâts qui tombent en même temps, tu veux, quand tu as des boucliers, qu'il n'y ait qu'une source de dégâts par tour, comme ça tu l'encaisses, puis s'il y en a 2, 3, là, rien ne les encaisse, quoi. À toi de faire attention. Ça permet aussi de défier un peu la personnalité des joueurs et joueuses, parce qu'à l'inverse, tu vas avoir des personnes qui sont trop prudentes, qui veulent à tout prix éviter de prendre des dégâts, et qui du coup vont faire ça au détriment d'autres actions. Exactement, qui vont le faire, voilà, exactement, et qui vont trop se protéger, et finalement les cartes sortent un peu au compte-goutte ou n'importe quoi, enfin pas de la façon qui valorise ça. Donc, ça garde un peu, tu dois être toujours un peu sur la brèche de à quel point je me protège, à quel point j'en profite et je laisse aller. Et aussi, il y a 15 cartes de chaque paquet, mais on en révèle 13, donc il peut y avoir des dégâts qui sont retirés du jeu. Donc tu peux avoir une partie très difficile ou une partie très simple, ça tu ne le sais pas au début, mais ça apporte aussi un peu d'incertitude et de fun. Là où Demeter est plus un tableau Excel réglé, et bien là tu as un peu plus de folie et un peu plus d'interaction, c'est une autre proposition, tout en étant plus complexe. On arrive maintenant en 2021, c'est l'année de sortie de Iki, mais avant ça, il faut qu'on évoque un changement plus méta, plus global. C'est le rachat de Sorry We Are French par Hachette. Vous rejoignez le groupe Hachette avec d'autres éditeurs. Et ça va quand même à la fois changer pas mal de choses en termes de logistique, d'organisation, etc. Et en même temps, vous restez dans votre cocon, quelque part. Oui, alors c'est le 1er février 2021 qu'on commence à travailler chez Hachette. Donc à l'époque, c'est Varuna qui est en prod, qui est en développement on voit en prod un mois après, donc il est déjà fini. Du coup, ça change, plutôt que d'être dans nos bureaux à Paris, mais j'étais déjà rentré, de toute façon, il y avait le Covid, donc j'étais rentré au Havre. Donc on était déjà beaucoup en télétravail, donc on a repris plus de bureaux. Et toute l'année 2020, on l'a fait, par exemple, quasiment en télétravail. À partir du moment où il y a le Covid, on s'est vu une fois ou deux. Ce qui fait qu'un jeu comme Iki, Varuna sort en juin 2021, Iki pour Essen 2021. Donc Iki, par exemple, est un jeu qui a été fait 99% en télétravail ou 95% en télétravail. Donc on arrive chez Hachette, mais il y a encore ces histoires un peu de confinement, etc. au début. On en a un autre encore au mois d'avril-mai. On termine justement l'envoi en prod de Iki en confinement comme ça. Et en étant tous chez nous à devoir vérifier à distance. Ça change beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'au niveau de la trésor, tu n'es plus en stress. C'est beaucoup plus facile. Alors on change aussi de façon de fonctionner, plutôt que nos jeux jusqu'à Varuna sont tous faits en Europe, et à partir de moment où on est chez Hachette, on a des chargés de production qui négocient elles-mêmes ou eux-mêmes avec des usines plutôt basées en Chine. Donc c'est autre chose, on a beaucoup plus de leviers aussi, parce que quand tu travailles chez Hachette, ça brasse tellement de production via les livres que tu peux avoir des meilleurs prix, etc. Et ça donne des opportunités aussi de mieux finir tes jeux. Là, la progression, elle est plus au niveau éditorial, on a plus de possibilités de faire les jeux comme on le souhaitait déjà à l'époque, mais c'était difficile. Ganymede aurait pu, mais il aurait coûté 40 €, ça ne marche plus. Au lieu de 30, ça n'était pas possible, quoi. Ça a permis d'être plus compétitif encore là-dessus, tout en gardant notre liberté éditoriale et de choix de jeu. Donc si je t'écoute, c'est que du positif. Oui, pour l'instant, oui. Jusque-là, oui, c'est bien. En fait, on pourrait un peu comparer à Pearl Games, quand ils ont été rachetés par Asmodée. C'est-à-dire on va chercher un petit studio
qui a une expertise, et on leur fout la paix, parce que ce qu'on vient chercher, bah, c'est leur façon de travailler, en fait, assez organique, assez en cellule. On leur donne plus de moyens, mais vous êtes quand même intégré à un écosystème, c'est-à-dire que maintenant, vous avez des collègues, d'autres éditeurs qui partagent vos bureaux, et vous devez échanger de manière un petit peu plus globale. Ils ne sont pas prises de tête, les jeux sortent, et on a à peu près, plutôt un nombre de jeux à sortir, c'est normal, mais ça reste toujours 2, 3 ou 4, ça dépend. On va pas se stresser à sortir un jeu s'il n'est pas fini, juste pour qu'il sorte et faire le compte. C'est idiot, c'est contre-productif en fait. Jamais on fera ça. Par contre, c'est bien, on a eu des nouveaux collègues, on était tous dans nos propres bureaux, mais pour les pauses midi, ou parfois les tests des jeux de l'un et l'autre, c'est assez cool, pour plus de retours, plus de personnes de qui apprendre aussi. Donc ça c'est super, même encore aujourd'hui. D'autant plus avec les années, maintenant, on est tous encore plus proches les uns des autres. Et ouais, d'autant plus que dans la structure, il y a des éditeurs qui sont sur des univers très éloignés du vôtre. Je pense à Funny Fox, par exemple, qui sont plus sur le jeu familial, voire enfant. Le Studio H est plus généraliste comme nous, mais ça reste quand même des jeux différents. Mais oui, ce sont les 3 entités qu'il y a dans les locaux de Hachette. Après, tu as d'autres éditeurs qui appartiennent à Hachette, mais Scorpion Masqué est au Canada, Ketchup est à Lyon, je crois. Ça, on les voit, on voit moins. On voit surtout on voit Gigamic dans la réunion pro, et j'ai vu que Gigamic est éditeur aussi. Ce sont des personnes qu'on voit souvent. « 2021, c'est également l'arrivée d'Iki. Iki qui est plus encore qu'une réédition, qui est un peu une V2, enfin tu vas nous dire comment tu le qualifies, d'un jeu japonais qui était sorti de manière très confidentielle en 2015, et ça va un peu créer aussi une nouvelle lignée chez Soif, le fait de reprendre des jeux existants et d'en faire une vraie deuxième version, déjà retravaillée au niveau esthétique, hein, puisqu'on a la patte de David Sidbon qui fait un grand écart avec les illustrations de la version originale, et puis énormément d'ajouts, de retravail mécanique. Bah, c'est déjà ce qu'on avait fait avec Nine. Oui, là on est au moment de la sortie de Greenville. À un moment, Manu discute avec moi, il me dit « Ah, j'ai l'impression que tu t'ennuies un peu. Choisis le projet que tu veux. » Il m'a dit « Tant qu'on plante pas des carottes. » Je fais « Ok, je peux pas rééditer Agricola en post-apo comme Weekend Realms, mais je peux faire autre chose. » J'aimais bien Iki, que j'avais joué avec des copains. J'ai un ami au Havre qui travaille justement pile en face de moi. J'habite en face des impôts, il travaille aux impôts, donc on se fait des pauses jeux le midi. Et lui, il adore les jeux à thématique japonaise. Donc il avait acheté Iki, il avait fait le KS à l'époque. J'avais d'autres amis sur Paris qui l'avaient aussi, donc j'avais joué plusieurs fois. Et mon autre choix, c'était de refaire Rococo. Mais dans le contexte, marrant à raconter, c'est que j'ai mon jeu Fédération qui est en test chez Eggertspiel. À l'époque, Eggertspiel a les droits de Rococo, donc je me suis dit, je vais pas me mettre mal avec eux, alors qu'ils ont proto et tout ça, ça fait peut-être un peu tendu de demander ça. Est-ce que vous avez tous les droits? Je prends pas de risque, et je dis à Manu, en plus, Iki, c'est cool parce qu'on peut avoir plus facilement accès grâce à la notoriété de Manu sur le marché japonais et coréen. Et donc, on vient contacter l'auteur via quelqu'un qu'on connaît bien là-bas. Je dis à David, vas-y, essaie de faire... Lui, il est super chaud parce qu'il adore le Japon. J'avais fait jouer l'équipe avant au jeu, etc. Donc, on est vraiment chaud, on veut le jeu, mais ça dépend de l'auteur, si déjà il veut le faire. Tout simplement parce que l'auteur s'était constitué éditeur pour le faire lui-même, son jeu entièrement. Donc, c'est normal, c'est son bébé. Est-ce qu'il a envie de le lâcher à quelqu'un d'autre pour une réédition encore plus avec la mentalité japonaise? On est très possessif sur son travail, pas dans le mauvais sens du terme, hein, et aussi le fait que peut-être il avait envie de le faire lui-même après, quoi, tout simplement, de le refaire. On partait pas gagnant dans notre esprit. Et je dis à David, vas-y, on commence à faire un des personnages, c'est le moine, celui qui a un seau sur la tête. Et David commence à faire cette illustration-là, il la trouve cool, ça l'inspire, et on lui dit, on va lui envoyer pour lui montrer qu'on est motivé, même si on n'a pas signé le jeu, et à montrer ton style, et qu'on adore le jeu, etc. Donc on envoie, on négocie, puis en fait il est OK. Après coup, il s'avère qu'il y avait aussi TMG qui était sur le coup, Feu TMG, mais qui a fait Yokohama, etc., qui était sur le coup, et la personne a dit non, on bosse avec Soif, tu vas voir, ils adorent ton jeu, et ça va vraiment le faire, quoi. Donc là, on est début 2019, donc je commence à bosser un peu des modifs méca, mais on envoie des choses, mais on avait peu de latitude, c'est-à-dire que le jeu marche très bien, l'auteur est conservateur, et il connaît extrêmement bien la période Edo, donc on peut pas faire tout ce qu'on veut. La seule chose que j'ai demandé à faire,
qui a été accepté, c'est que dans le jeu, il y a des bâtiments qu'on a envie de poser à la fin, et ce qui fait qu'on c'est pas très intéressant, on attend juste la fin de la partie, t'as des bâtiments, 6 bâtiments sur le côté, et ils sont là, et ils attendent. Donc ce qu'on a proposé, c'est 3 bâtiments qui peuvent se construire pendant la partie, donc qui sont puissants, mais qui te monopolisent un meeple jusqu'à la fin de la partie, donc c'est assez intéressant, ça faisait une autre dynamique au jeu. Et on a ajouté le restaurant aussi, qui score sur les poissons, parce que les poissons c'était juste de la collection, mais si t'as un bâtiment dessus, c'est plus sympa. C'est cool d'avoir un restaurant japonais pour manger des sushis, c'est plus logique. Il y a des rééquilibrages du personnage, etc. Mais pas grand chose. Le jeu n'avait pas besoin de grand chose, si ce n'est d'avoir une ergonomie en fait. Parce qu'on oubliait souvent les phases, on se rappelait pas certaines choses, etc. Il n'y avait aucun rappel sur le matériel. C'était vraiment brut. Donc on bosse ça, on s'avère le vrai confinement, celui de il y a 5 ans exactement, on était dedans. Là. Eh bien, en fait, avec David, on a passé énormément de temps à chercher des visuels, des stamps, etc. On avait un dossier de 500, 800, je sais pas, plusieurs centaines de visuels qui ont servi après. Donc j'avais lu beaucoup de choses sur la période Edo, regardé des vidéos, essayé de comprendre le système, comment ça se passait au Japon, etc. Et ça a permis après d'écrire des articles, etc. Donc on a bossé vraiment beaucoup dessus. Ça a un step-up éditorial. C'était la première fois qu'on s'attaquait. Moi, je marche vraiment en progression. Je me dis, tiens, on va rééditer un truc. On n'a pas fait de jeu à 50 €. Eh bien, on va en faire un. Mais en réédition qui nécessite pas beaucoup de choses à changer. Donc comme ça, on peut s'attaquer plutôt à tout ce qui est éditorial, matériel, etc. Mais quand on signe Iki, on n'est pas du tout chez Hachette. On est soif indépendant. Donc c'est aussi un gros risque pour nous de faire un Eurogame à 50 € avec la trésorerie d'une petite boîte, etc. Donc ça reste vraiment tant d'axes. L'arrivée chez Hachette se fait au moment où on a quasi fini tous les fichiers aussi, parce qu'on arrive 1er février, on l'envoie en mai, le jeu pour que ça sorte en octobre, mai ou avril, je sais plus. Tout se fait un peu en même temps, mais on a déjà signé. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on n'a pas forcément fait fédération chez Soif, parce qu'on avait aussi déjà signé un Eurogame, on n'avait pas prendre de risque sur un deuxième. Sans savoir, parce que c'est quand même ce sont des projets qui prennent du temps et qui sont chers. À l'époque, en fait, c'est votre jeu le plus complexe qui est jamais sorti. C'est oui. En termes de mécanique, de difficulté, c'est un jeu qui va aussi créer le sillon après pour les Eurogames que vous allez sortir ensuite. C'est pas par hasard. Parce que j'aime ça. Donc c'était le projet le plus simple à faire au début, qui amènerait dans mon esprit les suivants, et qui était une manière de montrer, voilà, on sait faire ça aussi, tout simplement. Je me rappelle de quand on annonce le jeu, c'est fin 2020, donc quasiment un an avant la sortie. On s'est pris une petite volée de bois vert sur les réseaux sociaux, les gens qui savent tout, etc. Je leur réponds avec nomination à l'Asdor et au Spiel des Sierros pour leur dire que finalement on savait ce qu'on faisait. C'était surtout le parti pris de ne pas être dans les stands de la V1, mais il fallait se démarquer, et la version avec les stamps elle existe, et si tu as ton wiki, garde-le en fait. Je l'ai toujours, le mien. C'est une autre façon de faire. En fait, ça ne signifie pas qu'on ne respecte pas la culture japonaise. C'est une autre façon de le faire. C'est une façon plus simplifiée, plus accessible, pour amener à aimer peut-être cette période japonaise, etc. On a écrit énormément d'articles, on peut retrouver sur BGG ou peut-être notre site, une dizaine d'articles qui présentent quelques métiers. On raconte ce que fait ce métier à l'époque. La culture japonaise, cette période Edo. On a vraiment passé beaucoup de temps dessus. Donc c'est bien sûr qu'on respecte le thème. Vous avez aussi, je pense, énormément bossé sur la config de joueurs. C'est un jeu qui se joue essentiellement à 4, pour moi, de mon point de vue. Mais... Oui, on a ajouté une petite variante de quelques petites règles en plus, et que l'extension amène encore quelque chose pour l'enrichir. C'était, voilà, fallait être conscient que de plus en plus, surtout depuis le Covid, les gens jouent plus à 2. Donc il faut que le jeu soit solide à 2. Des petites anecdotes, c'est que par exemple, les illustrations sont toutes validées par l'auteur. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y en a avec des retours ultra précis, genre ne mets pas le kimono dans ce sens-là, mais dans l'autre, parce que si tu mets dans ce sens-là, c'est comme ça qu'on le portait à l'époque pour aller à un enterrement. Non. Le vendeur de soba, donc c'est un type de nouilles, eh bien David fait des soba et l'auteur dit non, c'est du blé noir, enfin c'est sarrasin je crois, enfin en tout cas c'est foncé, tes soba doivent être plus foncés. Donc on a foncé les soba. Enfin, plein de petits détails comme ça, et à chaque fois on renvoyait, l'auteur disait ok c'est bon maintenant, et on renvoyait, etc. Donc chaque carte du jeu a été validé par l'auteur, donc on peut pas faire mieux, qui est un spécialiste de cette période. Donc, ouais. Il y en a beaucoup, le travail a été minutieux. Ça nous a permis d'avoir ce côté éditorial à fond qui servira aussi pour Darwin, ce côté, on est à fond, on maîtrise le sujet un maximum, on fait beaucoup de recherches, on prend le temps pour que ça ressemble le plus à ce que ça devrait être, et que ça rende hommage aussi à la période ou au thème visé. On dit que le jeu doit être un produit culturel, mais il faut aussi se donner les moyens de le faire. Et puis, tu l'as dit, c'était une prise de risque, mais qui va
plutôt être validé hein, d'un point de vue public, mais aussi sur plusieurs sélections à des prix. Et ça va vous pousser à faire une extension qui, pour le coup, elle n'existait pas pour le jeu original, Akebono. Akebono, je crois que c'est le nom de la lumière du matin. Et oui, alors à la base, l'extension, on était parti au tout début hein, sur des modules, genre les 4 modules dans la boîte et tu mets ce que tu veux, tu mixes, etc. Il y en avait même un qui était une promenade au Mont Fuji, on aurait presque pu voir un Tokaido dans l'esprit. Un autre était sur les fêtes japonaises, donc tu mettais des petites tuiles qui se mettaient sur le calendrier, enfin les 12 mois de l'année, et tu révélais, et c'était chaque fois ça mettait quelque chose de spécial pour la saison ou pour le mois en cours. Mais ça s'est révélé compliqué, il y avait un autre avec le port, donc qu'on voit, et un autre module avec des cartes. En plus, parce qu'on s'est dit quand même c'est un jeu de cartes, il faut beaucoup de cartes, des métiers, on en veut, c'est ce qu'on veut. Hein. Et après on a mixé d'un bloc, on s'est dit c'est galère à faire, le jeu devient un peu hétéroclite, une sorte de monstre à 5 têtes. Là, non, faisons une grosse extension, tu mets tout d'un coup. Et est venue encore un peu comme l'extension de Moon de Ganymède, d'étendre un peu l'univers. C'est-à-dire que tu vas mettre le port d'un côté et d'autres maisons à gauche avec les personnages qui arrivent. Le plateau étend encore en plus un quartier de Edo à l'époque avec le port. Donc on est parti là-dessus. Ça a pris vraiment beaucoup de temps. Alors l'extension sort en 2023. 2 ans de travail. Oui, c'est ça. Ouais, on l'a pas fait au début, mais ça a pris beaucoup de temps, mais plutôt en travail de fond. C'était pas le projet principal. C'était une sorte de fil rouge. Un peu, on en parlera après de Gozuik. C'était aussi un fil rouge chez Soif qui sort quand ça doit sortir. Et ouais, c'était assez difficile comme projet parce que, comme je disais, c'est un jeu fini de base. Donc comment tu en sors, parce que Thomas disait aussi sur Seven Wonders, comment tu casses, il y a des choses que tu peux pas faire. Comment tu sors de quelque chose qui est d'un carcan en fait, qui force maintenant à voir les jeux quand tu les sors comme étant suffisamment ouverts pour permettre des extensions au cas où, parce qu'on reste des éditeurs, il faut aussi qu'on se paye nos piscines et qu'on paye l'eau des piscines. Dans la conception du design, il faut aussi prendre en compte le fait comment tu peux étendre ton jeu ou pas. Mais c'est vrai ou alors si tu fais un jeu fermé. Pas pareil, Darwin avec Greg, on pensait que c'était un jeu fermé. Il y a des jeux qu'on pense fermés. On arrive toujours à trouver quelque chose, mais c'est plus difficile, c'est moins naturel. J'aime beaucoup cette extension. Elle fait passer de expert d'entrée de gamme à vrai expert classique. On va dire. Là, du coup, est-ce que la communication avec l'auteur sur le travail de consultance par rapport à l'époque continue? Et est-ce que vous le consultez aussi d'un point de vue mécanique? Parce que là, il s'agit... Là, il est sur chaque chose. Il est sur chaque effet de carte. Là, on était tout le temps. Et en fait, Kota ne parle pas anglais. À l'oral, il écrit, mais le fichier partagé, il écrivait d'abord en japonais, et après il traduisait. C'est comme si on s'écrivait des lettres, d'une certaine manière. On avait un Google Drive avec plein de dossiers, de fichiers, et on écrivait notre feedback, chacun avec une couleur, et lui écrivait d'abord en japonais, et après il traduisait. Donc, parce que je pense qu'il voulait être précis, et après il n'y avait plus qu'à traduire, mais il fallait qu'il le fasse dans sa langue maternelle. Donc c'était, on n'avait pas des calls comme là on peut faire. C'était tout par écrit, en fait. C'était tout par écrit, mais ce qui permet d'être encore plus précis. Mais c'est vrai que là, j'ai des calls parfois en anglais, mais avec des personnes pas anglaises, et moi non plus. Donc, c'est plus facile de poser tout par écrit. Ça sert de base pour discuter après. Et on faisait des tests par Tabletop Simulator. Là, on avait déjà le jeu, donc on faisait des tests comme ça. Mais on s'écrivait. On se parlait pas beaucoup. Donc, on s'écrivait dans la messagerie de Tabletop. C'était un peu rustique, mais on y arrivait quand même. Mais il était derrière chaque chose. Là où tu vois un Hope qui est pas présent par volonté d'être sur Ganymède, là, Kota, c'était chaque chose doit être maîtrisée. Ouais, comme tu l'as dit, c'est son bébé, quoi. Exactement, et j'ai trouvé ça très bien. Les deux me vont, moi, c'est tant qu'on se met d'accord, tout simplement. Tu apprends aussi des choses. Il était tellement respectueux du thème qu'après, il fallait moi, j'étais content de l'apprendre, parce que derrière, dans mes propositions, elle restait dans le cadre du thème que je maîtrisais maintenant grâce à lui. On arrive en 2022, une année un peu de transition, où en termes de jeux édités, on n'en a qu'un seul, parce que vous couvrez d'autres trucs qui arriveront l'année d'après, c'est Galileo Project, un jeu qui vient poursuivre cet univers spatial initié avec Ganymède, mais de manière différente. Là, on est dans un casino de l'espace, en quelque sorte. Exactement. Alors, le jeu, c'est moi qui le découvre et qui le signe d'une certaine manière, quoi. C'est un jeu d'Adrien Essling. On est en février 2020, il envoie un mail à Soif avec un proto qu'il a, etc. Et je lis un peu, mais je lui dis, on n'a qu'à se voir à Cannes. Il va forcément parce qu'il est nommé avec Oriflamme.
Et en fait, on se voit le jeudi à 18h, et il montre le jeu et tout ça, et je lui explique que bah, nous, on a essayé au bureau et qu'on voudrait le prendre. Donc, c'est un bel, il a eu 2 heures assez cool parce qu'il se fait signer un jeu, il gagne l'As d'or 2 heures après. Donc, c'était assez cool comme moment pour lui. Et donc, ça part de là, et après, on commence à travailler, sauf que bah, confinement arrive. Enfin, coronavirus, etc. Donc ça ralentit aussi. C'est pour ça aussi que 2022, on ne sort qu'un jeu. Il y a un peu un décalage aussi par rapport à tout ce qui s'est passé. C'est le jeu qui m'a été le plus difficile de développer. Pourtant, après, tu vois, des gros Eurogames, etc. Mais c'était tellement, tellement difficilement maîtrisable parce qu'il y a encore ce côté combo que tu peux avoir dans Ganymède et dans Demeter Varuna. Donc il y a ce rythme à gérer. On récupère des robots. Il y a 4 robots qui n'ont pas le même coût, qui n'ont pas la même capacité. Donc il faut équilibrer le jeu pour que des stratégies rush fonctionnent, des stratégies lentes aussi, et le milieu aussi. Donc tout soit viable entre les 13 et 17 tours à peu près de jeu. Donc c'était une vraie galère. Alors, il y a un double croisement, c'est transverse. Il y a les effets de tes robots, mais il y a aussi tes robots qui ne vont pas sur la même planète. Donc il y a aussi les effets des planètes à correspondre, puisque les robots ont des niveaux et ils te font progresser sur les satellites, pas les planètes de Jupiter. Donc il y avait ce double croisement à la fois des effets de robots à gérer et les effets des planètes en termes de développement. C'est un jeu que j'aime beaucoup, qui n'a pas eu le succès rencontré parce qu'on s'était un peu trop lâché en termes de prod. Ça a servi de laboratoire ou de tâtonnement sur comment faire un super produit en plus d'un très bon jeu. C'est-à-dire que le jeu est sorti trop cher, mais on s'est pris une augmentation de prix de transport qui a augmenté de 5 euros. Les jetons de poker, est-ce qu'ils étaient obligatoires ou pas, ça a augmenté de 5 euros. Et en fait, tu te retrouvais qu'un jeu 10 euros moins cher, qui aurait peut-être plus correspondu à un moment où tout est arrivé du Covid. En fait, il y a eu énormément de jeux concurrentiels dans le même type, ils sont tous un petit peu phagocytés. Tu avais Orichalk par exemple, il y avait un jeu de la boîte de jeu aussi, les Tribus du Vent, c'est ce genre de jeux un peu mid-range qui sont tous arrivés au même moment et qui sont tous un peu contrés et qui sont tous intéressants d'ailleurs. On était un peu déçus, tout simplement. Toi, tu m'as dit qu'une fois que tu avais bien aimé, justement. Ouais, bien. Donc je crois que c'est un jeu qui est sorti en prix public à 55 euros, c'est ça? Oui, c'est ça. Et moi, je l'ai découvert sur le tard, comme d'autres gens, je pense, avec son sur une offre. Ouais, c'est ça. Et je pense que vous avez aussi des soucis en termes de taille de boîte. C'est-à-dire que vous aviez une boîte que vous avez voulu compacte, mais du coup, qui n'allait pas psychologiquement avec le prix de 55 euros. Tout à fait. Ouais. Et moi, j'adore ce jeu. J'aime beaucoup. Donc là, tu as parlé de l'effet construction de moteur sur les robots et les pistes des planètes qui nous donnent des effets un peu long terme. Mais on a un côté beaucoup plus tactique avec le fait de gérer ces deux pistes. On gagne de l'influence dans la piste bleue ou dans la piste rouge. Au début, on choisit et ce choix va être très impactant après parce qu'on est quelque part un petit peu prisonnier, enfin on peut s'en sortir en payant un crédit, mais on est prisonnier dans un type d'effet dans les personnages qui sont des effets plus court terme, plus tactiques. Tout ça, c'était là au départ alors, ou t'as dû retravailler certains aspects pour renforcer? Non, la double piste vient d'une erreur, je crois, où on interprète un truc. Oui, la double piste est arrivée par nous. Alors, tu avais quand même les quatre zones. Ce n'étaient pas des planètes et des types de cartes. Il y avait 4 types de cartes. En fait, à la base, Adrien, dans son jeu, c'est qu'on est tous sur une piste avec des ressources et il y a une piste de l'autre côté. C'était plus pour marquer, par exemple, je suis sur la case 6, j'achète quelque chose à 3, je me mets sur le 3 en face. C'était pour indiquer que tu avais passé, en fait. Comme ça, on savait à qui c'était le tour. Et nous, on s'est dit, attends, mais il y a une double piste, ce serait marrant qu'il y ait 2 ressources à payer, etc. Donc c'est venu de nous, ça. Il y a eu énormément de devs, et Adrien, je me rappelle, c'était tous les mercredis. Tous les mercredis, on faisait des tests, parce qu'il travaillait dans le médical, il était dispo le mercredi après-midi, je crois. Et on faisait des tests tabletop tous les mercredis pendant très longtemps, parce que il y a eu beaucoup de développement sur ce jeu. J'imagine il y a eu aussi du travail, tu le disais, dans la durée de partie. C'est un jeu qui, quand tu le découvres, dure, je sais pas, une 40aine de minutes, mais quand tu parviens vraiment à l'appréhender, c'est un jeu, en fait... il faut vraiment rentrer dedans. Moi, quand je l'explique, je sens que les gens ont vraiment du mal à voir où on va en venir. C'est là où on voit les limites de forcer dans un univers ou un thème dans un univers qui, au bout d'un moment, ça ne rentre pas dedans forcément, alors que le jeu, mécaniquement, il est incroyable. Et que peut-être le faire rentrer dans une gamme. D'ailleurs, c'est le dernier qu'on a fait dans cette gamme-là. On s'est dit, maintenant, on va en sortir. Quand tu maîtrises, c'est un jeu hyper incisif. Ça peut durer 20 minutes. Tu peux avoir, comme tu le disais... Exactement. C'est un peu comme c'est une course, d'une certaine manière. C'est comment on dit robot, je termine le jeu, et mieux que les autres. Et plus tu joues bien, plus c'est court. Bon, comme un Ark Nova, d'une certaine manière. Là où dans un SETI, plus tu joues bien, plus c'est long. Et ce qui montre la différence de brillance de design. Mais normalement, plus tu joues bien, plus ça doit être court. Enfin, parce que par essence, c'est une course. Galileo, c'est un peu ça.
Plus tu joues bien, moins tu feras de points. Mais l'autre en fera encore moins, tout simplement, parce que tu vas aller vite. Après, ça dépend, il y a des tirages qui font que la partie va être plus longue. À toi de t'adapter pour justement tirer la stratégie qui va bien avec le fait que la partie dure un peu plus longtemps. Oui, bah moi, c'est vraiment ça qui m'a parlé. Hein. Mon jeu préféré, c'est Rest for the Galaxy. Donc, il y a un côté vraiment comme ça, construction de tableau, mais avec des dimensions supplémentaires et une grosse interaction indirecte, des prises de décision très fortes dans quelle carte je prends comme objectif, etc. et comment je coupe l'herbe sous le pied à l'autre. Donc, on ne s'en rend pas compte, mais il suffit de prendre le robot que ton adversaire veut et ça le met dans la sauce sur 1 ou 2 tours. Il doit changer de piste d'influence. Il n'a pas forcément le crédit pour passer de l'autre côté. C'est un jeu où il vaut mieux redescendre à 0, comme ça si tu en regagnes, tu remontes sur ce que tu veux. Si tu redescends à 1 ou 2, c'est la cata. Et il y a des petits détails comme ça. Et oui, d'où l'idée de la river avec le surcoût, mais des fois le surcoût, il faut aller le chercher, la carte elle est très bien, parce que ça met ton adversaire dans la sauce. Un peu comme Ganymede, si tu prends une carte que ton adversaire veut, absolument, après il n'a plus forcément les bonnes ressources pour prendre les bons meeples pour prendre la carte, et ça lui fait perdre 1 ou 2 tours, mais c'est ça qui te fait gagner. Même si le play n'est pas le plus optimal sur le moment. Et en fait, parfois on disait, il n'y a pas d'interaction, mais c'est de l'interaction qui est fine et assez technique, et il faut maîtriser un peu le jeu. Alors c'est encore, on va revenir à Istari, mais il faut un certain nombre de parties pour le voir, ou une certaine expérience ou un niveau de jeu de base pour le repérer. Quoi. Moi, c'est un jeu, je trouve, où la rivière de cartes est vraiment extrêmement bien gérée. On râle beaucoup dans les joueurs un peu plus experts sur les rivières de cartes qui sont opportunistes et qui laissent de la place au hasard, etc. Et là, tu peux tellement l'anticiper. Parce qu'il n'y a pas de prise, c'est ça, il y a 5 emplacements et il n'y a pas de prise dans la rivière de cartes nécessairement à chaque tour, en tout cas dans une des 2 rivières, mais pas nécessairement dans chacune forcément, et les surcoûts permettent vraiment une anticipation, et donc voilà, je pense que ça peut vraiment faire partie des modèles, si on veut designer un jeu à rivière de cartes, comment il faut se pencher sur ce système-là. Je vous encourage à découvrir Galileo Project, si vous le chopez du coup à moins cher, comme malheureusement il a moins bien marché, parce que pour moi c'est vraiment un jeu qui en a énormément sous le capot. Et justement, je l'ai là, on en a tellement en stock qu'on veut bien en revendre. Ah, je l'ai peut-être pris à quelqu'un. Il y a un truc qui a bougé, on est où? Oui, c'est pas ma boîte en fait. Est-ce que tu veux un petit verre d'eau? Parce que je crois que t'as soif, non? Oui. Faut faire une pause. Oui, merci, c'est vrai que je parle beaucoup. Ouais, tu parles beaucoup. On fait une pause alors. Je me taise. Non, mais bois. Ok, j'ai très soif.